Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Doctrine parlementaire sur la RTNC2 Développement. Doctrine parlementaire, on ne le dira jamais assez, c'est donc votre magazine politique qui fait la chronique des activités parlementaires et qui revient sur l'actualité brillante dans notre pays. En parlant justement de l'actualité brillante dans notre pays, mesdames et messieurs, vous vous conviendrez avec moi que celle-ci reste dominée par la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, avec cette guerre qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Là-dessus, nous allons placer le curseur sur les rapports des experts des Nations Unies, sur la visite du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, et sur d'autres points connexes. Ensuite, nous allons parler du processus électoral en RDC avant de chuter sur la vie politique dans notre pays. Mesdames et messieurs, ces repas riches et copieux vous sera servi avec les concours de notre invité de ce soir, qui n'est rien d'autre que M. Christopher Ngoy Mutamba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, cher ami. Voilà, l'ingénieur Christopher Ngoy Mutamba est l'une des figures de proue dans la lutte pour la démocratie en RDC. Il est donc, de ce fait, quelqu'un à ne plus présenter. Mais pour respecter les règles d'usage, vous allez noter qu'il est le coordonnateur général de la société civile de la RDC. Il est également président de la coordination de l'ONG des droits de l'homme, Synergie Congo Culture et Développement. C'est bien ça, monsieur Christopher? C'est bien ça. Voilà. Puisque nous parlons de la société civile, il est donc de bonne loi d'expliquer, de dire un mot là-dessus pour évidemment faire comprendre à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'est la société civile. Quand on parle de la société civile en RDC, à quoi fait-on allusion? Oui, c'est tout simple. La société civile, nous pouvons la définir comme étant le fêtier existentiel du peuple congolais, pour ce qui s'agit de la RDC, qui prend, si nous voulons la définir horizontalement, elle prend en charge l'existence, donc la vie, de la conception, en passant par la naissance, l'éducation familiale, et en remontant par d'autres éducations, d'autres formes d'éducation, jusqu'à la responsabilisation de l'être dans la société, au sein de la société. Et après cette étape, c'est l'étape de la retraite, et voire même jusqu'à l'au-delà. C'est pourquoi vous voyez, il y a des églises qui préparent l'homme à accéder à cet au-delà, à prétendre à une vie éternelle. Et la formation ou l'éducation, c'est pour préparer l'homme à jouer un rôle dans sa société, parce que chacun de nous a une mission. Et dans la conception, c'est pour concevoir la manière, c'est construire la manière dont les êtres humains doivent se mouvoir avec tous les équilibres possibles. Et l'ensemble ou l'âme du peuple, c'est ça la société civile. De manière verticale, oui, c'est l'État. Donc, l'État est son émanation. Disons que c'est le peuple parce que l'État, c'est moi, c'est vous. Ça, c'est empiriquement connu. Et l'État découle de notre volonté de vivre ensemble, de partager les mêmes frontières, les mêmes législatures et tout le reste. Et nous avons investi dans une personne morale qui s'appelle l'État, qui a pour mission de nous ramener le bien-être et l'organisation pour nous permettre de mieux vivre. Et la société civile et la cohérence globale de tout ça. Voilà, nous allons vous consacrer toute une édition pour ne parler que de la société civile. À présent, mettons la main sur le cœur de ce qui fait
l'objet de notre entretien de ce soir. Comme je l'ai indiqué dès la tome de cette émission, parlons effectivement de la situation sécuritaire dans notre pays. Monsieur Christopher Ngoy Mutamba, pourquoi il y a tant de tueries à l'est de la République démocratique du Congo? C'est parce qu'il y a des hommes qui tuent. Des hommes mal intentionnés qui ont des motivations, lesquelles, vous savez que ce pays est une réserve mondiale de matières, de produits minéraux, ou de produits, de matières minérales stratégiques pour le monde. Et cela fait qu'il est en proie à la convoitise du monde entier. Et le monde agit à travers les multinationales. Et ces multinationales, là où elles ne peuvent pas les prendre en toute légalité, elles aiment créer l'insécurité. Et en dessous, elles possèdent à écumer les richesses que nous avons ici chez nous. Et les tueries, parce que ça existe à l'Est, il y a des pays voisins qui sont extrêmement pauvres, qui n'ont pas de ressources. Et pour se retrouver, ils doivent entreprendre sur notre territoire. Et si de notre côté, nous ne sommes pas capables de protéger ce territoire avec des moyens requis, eh bien, nos populations sont presque abandonnées à leur triste sort. Et c'est pourquoi à l'Est, il y a une crise qui ne finit pas. Donc, nous pouvons la circonscrire de cette manière-là. Vous venez de peindre un tableau qui correspond à la situation. Maintenant que la cause est bien connue, est-ce que peut-on croire, peut-on penser qu'un jour cela puisse prendre fin? Oui, écoutez, c'est comme vous êtes un homme nanti, vous avez une maison, et dans votre maison, vous avez de l'or, le diamant, le cobalt, le cuivre, le coltan et tout. Et autour de vous, il y a des gens qui, pour vivre, ils ont besoin de ce que vous avez chez vous. Et ils vous agressent. Lorsqu'ils trouvent une fenêtre non bien barricadée, ils entrent et ils s'installent dans une pièce. Et la seule façon d'y mettre fin, c'est de créer des conditions sécuritaires, vous-même, en premier lieu. Et si les voisins, bon, pas les voisins, si dans la communauté, il y a des gens d'une bonne moralité qui ne conçoivent pas comment quelqu'un peut être investi comme ça, et qui vous viennent en aide, eh bien, ils peuvent vous soutenir. Mais la première chose à faire, c'est de faire en sorte que nous-mêmes d'abord, nous Congolais, nous puissions mettre en place ou outiller notre armée de manière à pouvoir mieux nous défendre. Et cela demande des moyens. Et les moyens ont toujours fait défaut, ou bien les moyens, beaucoup de moyens n'ont pas été consacrés à cet objectif. Pendant plus de 20 ans, on n'a pas pu performer notre armée et on nous disait que les moyens n'étaient pas là, alors que la corruption avait élu domicile dans nos institutions. C'était le seul mode de gestion. Alors, maintenant qu'il y a un président qui est conscient de ce qui se passe et qui comprend qu'il faudrait commencer d'abord par mettre de côté ou mettre fin à la corruption et qui s'attelle à faire que notre budget soit conséquent. Et c'est à travers le budget qu'on pourrait allouer des moyens conséquents également à l'armée pour pouvoir se performer et faire face à toutes ces menaces-là. Et aujourd'hui, vous demandez comment pouvons-nous, est-ce qu'on pourrait y mettre fin? Oui, on pourrait y mettre fin, mais ça demande la volonté, une très forte volonté de la part d'abord des gouvernants, en commençant par le président de la République qui l'a déjà affiché, mais au sein de notre armée, il faut des réformes, non seulement au niveau des individus, parce qu'il faudrait avoir le profil qu'il faut, des commandants qui ont le profil qu'il faut. C'est un travail très important,
mais également avoir la logistique nécessaire. Et au-delà de ça, il faudrait que notre peuple se prépare, parce que lorsque nous sommes comme un organe, lorsqu'une partie, nous sommes comme un corps, lorsqu'un organe est attaqué ou souffre, tout le corps souffre. Donc l'Est de la République devait concerner, la situation à l'Est devait inquiéter, donc préoccuper chaque Congolais. Et ensemble, nous devrions mettre notre énergie, notre volonté, notre savoir-faire pour qu'on arrive à constituer une armée. D'abord, en termes de nombre, nous devons avoir une armée d'1 million d'hommes. Ça, c'est nécessaire. Capable de se déployer drastiquement sur tout l'étendue de notre territoire et de faire face à toute menace qui pourrait se déclencher quelque part. Et cette armée doit être organisée de quelle manière? Nous devons avoir une armée de forces d'intervention. C'est-à-dire, ces forces sont casées dans des bases ou des casernes militaires. Et elles ont pour objectif ou vocation l'offensive. Bon, il y a des forces de sécurité normales et permanentes, là où dedans on trouve la police, et on peut arriver à créer en dehors de la police, donc toujours au niveau de l'armée, des unités qui sont à proximité des populations. Et lorsqu'on parle des frontières qui sont poreuses, moi je crois qu'il faudrait penser à doter toute une unité qui ne s'occupe que de la frontière. Pourquoi ne pas convenablement barricader cette frontière? Parce qu'on a vu... préconise même l'érection d'un mur pour séparer la RDC avec le Rwanda. Ce sont des options qu'on a vues ailleurs, on peut aussi y penser. Et en dehors du mur, on doit penser à avoir une armée aguerrie et avec une technologie de pointe qui permettrait que n'importe quel intrus ne puisse hasarder à escalader le mur pour accéder à notre pays. Et tout cela demande des moyens. En attendant que nous puissions avoir tous les moyens nécessaires, à côté de l'armée loyaliste, à côté de l'armée congolaise, nos vaillants militaires, il y a aussi cette force, non la moindre, notamment la MONUSCO, qui est là depuis plus de 20 ans. Actuellement, il y a un débat autour du départ de cette force onusienne. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, notre point de vue est clair. Nous pensons toujours, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, que la mission, la MONUSCO, c'est une mission des Nations Unies. Et l'essentiel de cette mission, c'était de mettre fin qui est dotée, parce que vous avez déploré les moyens à ce qui concerne la MONUSCO. Les Nations Unies ne pouvaient pas déployer une mission sans lui doter des moyens nécessaires et conséquents. Elle a tous ces moyens-là. Elle a tous ces moyens. Financiers, logistiques, militaires. Mais comment on arrive pas... C'est là que réside notre incompréhension. Quand je dis notre, c'est-à-dire le peuple congolais, ne comprend pas comment la MONUSCO, dotée de tous les moyens nécessaires, n'est pas parvenue à mettre fin à cette crise, et ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est sur notre territoire. Et cela a fini par exaspérer ce même peuple. Pourquoi? Parce que chaque matin, on se réveille avec des morts, donc des personnes égorgées. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Dépiécés, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer, mais ça se passe au niveau de l'Est. Et les gens ne vivent pas, parce que vivre, c'est se réveiller, entreprendre ses activités et puis avoir le temps aussi de se reposer. Et les gens entrent dans leur maison dans l'incertitude de pouvoir se réveiller. Parce que très souvent, et ça continue jusqu'à présent, ils sont réveillés la nuit pour être égorgés. Et ceux qui survivent, bon, si ils tiennent le coup, bon, ils se mettent en divagation, c'est-à-dire c'est des déplacés qui sont en errance d'un coin à l'autre. Et ça, ce n'est pas une vie. Et la MONUSCO avait la mission principale, la vocation, de pouvoir mettre fin à tout cela. Mais malheureusement, elle n'y est pas parvenue. Et la population, en commençant par celle qui vit toute cette barbarie, est complètement dégoûtée. Elle estime que la présence de la MONUSCO ne se justifie pas. Autant tous les autres Congolais, nous qui avons accepté que la MONUSCO vienne, oui, on voit qu'elle est là. On voit les véhicules de la MONUSCO, on voit
les militaires, les agents de la MONUSCO arboraient tous nos quartiers, nos avenues et tout ça. Mais sa présence ne se justifie plus. Et c'est ainsi que ce problème, très souvent, a été à la base des grandes discussions. Chaque fois qu'il faut renouveler son mandat, parce que ce mandat est renouvelable chaque année. Et à chaque renouvellement, ce problème-là se pose. Mais ici, il s'est posé avec acuité. Pourquoi? Parce que les exactions ou l'insécurité a atteint le paroxysme. Et avec la MONUSCO qui ne veut pas voir là où tout le monde peut voir. Parce qu'aujourd'hui, la population voit les forces rwandaises aux côtés d'M23 et elle sait comprendre d'où vient la menace. Mais lorsque la MONUSCO va jusqu'à déclarer qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas les moyens, au départ, elle a dit qu'elle ne voyait pas. Est doté des armes plus sophistiquées que l'armée rwandaise. Oui, ça c'est une démission face à ses responsabilités. D'où vous comprenez les ras-le-bol de la population, notamment on comprend très bien le ras-le-bol de la population. Ailleurs à travers le pays. Maintenant, il faudrait que tout cela puisse se faire dans l'ordre. Parce que la violence ne donne pas de bons résultats. Là, on a compris le ras-le-bol de la population. C'était tout à fait normal qu'elle se défoule. Mais maintenant, le problème est récupéré au niveau du gouvernement, qui est en train d'entrevoir, et bien sûr la société civile également, on est en train d'entrevoir comment arriver à désengager la MONUSCO dans un plus bref délai. Et on parle même à l'horizon 2024 et d'autres qui vont très loin pour dire même il faut écourter cette durée avant même 2024. Est-ce que voyez-vous... Au regard de la pression populaire, d'aucuns pensent qu'il faut écourter et c'est normal, c'est normal parce que il y a aussi un aspect, il ne faudrait pas que quand elle se désengage, elle va certainement laisser un vide à certains endroits. Alors il faudrait que notre armée, qu'on ait le temps suffisant pour pouvoir combler ce vide-là de manière appropriée. Voilà. Ceci fait appel à l'après-MONUSCO. Est-ce que les gouvernements pensent à cela? L'après-MONUSCO, pour qu'il n'y ait pas un vide qui va encore constituer le ventre mou d'autres mouvements rebelles qui vont connaître, ou bien la population profitant de ce vide-là se livrer encore à d'autres situations beaucoup plus atroces que nous déplorons aujourd'hui. Oui, bien sûr que le gouvernement pense à cela. Lorsque ce dossier est traité principalement par le ministère du Plan, c'est-à-dire la planification, et ils essaient d'étudier tous ces mécanismes-là, comment combler le vide, comment ne pas créer le vide, et comment opérer un désengagement qui ne puisse pas poser préjudice à notre armée ou à la population non plus. Je crois que le gouvernement y pense. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction de cette émission, il y a maintenant là les rapports des experts des Nations Unies qui viennent de tomber, qui constituent en fait une aubaine ou bien une bouffée d'oxygène pour les gouvernements congolais. Qu'est-ce que vous avez, quel regard vous faites par rapport à ces rapports? Quelle est votre analyse là-dessus? On peut même dire que maintenant là, ça va, ça y est, la voix de la RDC est entendue à travers le monde? Bon, il fallait que ce rapport arrive quand même. C'est-à-dire qu'on ait une lueur d'espoir. On sait que la MONUSCO, qui avait choisi de fermer les yeux, de ne pas voir certaines réalités, mais nous, en tant que Congolais, en tant que citoyens, en tant que société civile, nous étions au fait de tous les détails. Nous savions que, et c'est pourquoi nous l'avions dit, c'est nous qui avions déclenché le postulat selon lequel il fallait faire la guerre au Rwanda, parce que l'ennemi qui nous agresse, qui conditionne les M23, qui les instrumentalise, est bien connu, bien identifié, c'est le Rwanda. Et qu'il ne fallait plus se voiler la face, il ne fallait plus considérer l'agression à l'Est comme le fait d'une petite rébellion, et cela, trivialement, entraîne qu'on ne puisse pas y engager beaucoup de moyens, parce qu'il s'agit d'une simple rébellion. Il fallait prendre les choses à la dimension réelle. C'est-à-dire, il s'agit d'un État qui nous agresse avec tous les moyens possibles. Voilà que la MONUSCO a même confirmé que les M23 ont des moyens dont ne peuvent être dotés que les États. Alors, nous avions anticipé en le disant,
Et la MONUSCO ne voyait pas les choses de cette manière-là. Et dans un certain moment, elle a même dit que elle ne voyait pas les forces rwandaises aux côtés d'M23. Mais maintenant que le rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies, établit clairement que à partir des prises de vue par des drones et autres, l'armée rwandaise est bel et bien sur notre territoire et elle conditionne, elle entraîne, elle accompagne, elle outille les M23. Et cette information est bienvenue. Bon, est-ce là, c'est pour tout simplement désactiver la pression populaire? Peut-être. Peut-être. Mais je pense que c'est aussi une lueur d'espoir. Et le gouvernement doit effectivement capitaliser. Capitaliser diplomatiquement, capitaliser même du point de vue de la stratégie militaire. Et diplomatiquement, c'est ce qui a déclenché même un remue-ménage au niveau de la communauté internationale qui entraîne, ayant entraîné, entre autres, la venue à la descente du secrétaire d'État américain. On va en parler, monsieur... mais on ne comprend pas l'attitude de notre gouvernement. D'un côté, on dit qu'il faut que la MONUSCO parte et le gouvernement congolais l'a si bien manifesté à travers même l'expulsion de notre territoire de son porte-parole pour cette escalade verbale. Vous avez suivi, mais on ne comprend pas. C'est là où se trouve même le problème. C'est paradoxal. Alors que les Nations Unies viennent clairement de doiter le Rwanda comme pays agresseur, mais on ne comprend pas. Le gouvernement continue à garder son fils, je veux dire, l'ambassadeur rwandais ici dans notre pays. Pourquoi ne pas l'expliciter pour réellement faire voir à la communauté internationale qu'effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec le Rwanda, avec tout ce que le Rwanda est en train de faire, de tuer nos populations, de ravager, de détruire même l'économie, là même congolaise, et détruite du fait de cette guerre. Mais comment on continue à garder jusqu'au jour d'aujourd'hui l'ambassadeur rwandais ici sur le sol congolais? Bon, on ne peut pas agir sous le coup de colère. Moi, je crois que la diplomatie a ses règles. Elle a aussi ses réalités. Et lorsque on évolue dans un conflit, et il y a des étapes. Et là, vous n'attendez plus la population, hein, parce que vous, le régime est connu dans son aspect du peuple d'abord. Quand le peuple s'exprime, on écoute, mais cette fois-ci, on n'écoute pas. La population a son rôle à jouer, et elle joue très bien son rôle. Mais maintenant, la mise en exécution de la volonté de cette population indique qu'il faudrait qu'on applique des principes. Et ces principes, on les retrouve aussi bien dans la diplomatie que dans la politique. Et le gouvernement s'y attelle. Il ne faudrait pas, parce que la population a crié, et puis du jour au lendemain, on fait partir l'ambassadeur. Non. Et ici, le Rwanda a été pointé directement comme étant l'auteur de l'agression. Nous l'avions dit, le gouvernement l'a même dit avant que la MONUSCO ne puisse, avant que les Nations Unies ne puissent produire le rapport. Et je crois que c'est un processus. Au niveau diplomatique, au niveau politique, c'est un processus. Et le plus avantageux pour l'instant, c'est que nous étions dans une diplomatie latente ou trop réservée. Et maintenant, nous sommes dans une diplomatie agressive. Le Congo est sur, ou le gouvernement est sur tous les rendez-vous possibles, tous les forums, tout ce qui s'est fait, toutes les organisations au niveau international. Nous sommes présents et nous défendons mieux notre drapeau en expliquant à tous les partenaires la réalité que nous sommes en train de vivre, que le Congo connaît. Ce n'était pas le cas pendant une très longue période. Et cela a fait que le Congo était effacé. La communauté internationale ne comprenait pas très bien les méandres de cette crise. Et le Rwanda avait l'avantage, et bien sûr l'Ouganda, de se déployer sur tous les forums pour expliquer. Et chaque fois, notre diplomatie était inaudible. Mais maintenant, c'est évident qu'on a
une diplomatie agressive et qui est comprise à plusieurs niveaux. Et c'est ainsi que nous pensons qu'il ne faudrait pas non plus y aller dans la précipitation. Il est question en politique et même Je en comprends. diplomatie. Entre-temps, on dit à la population, attendez, il partira. Non, écoutez, l'ambassadeur, bien sûr, il représente le Rwanda. Oui. OK. Le pays agresseur, il faut qu'on se le dise. Le pays agresseur. Mais retenez que même à des moments de grande crise, on ne coupe pas tout contact possible. Ça, c'est connu pour ceux qui font les sciences des relations internationales. Ils savent qu'on ne coupe pas, même en ce moment, pendant qu'il y a la crise, il y a la guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine. De temps en temps, les deux camps se retrouvent. Il y a échange des prisonniers de guerre. Et tout dernièrement, il y a même un couloir qui a été ouvert pour évacuer le céréal. Donc, c'est-à-dire, pendant que les bombes tombent, pendant que les balles, les armes crépitent, mais on vous dira que pour des raisons humanitaires, il y a des couloirs. On garde encore. Et c'est ainsi que ces contacts-là n'indiquent pas, ne voudraient pas dire que la présence de l'ambassadeur rwandais ici sur notre territoire, d'ailleurs à qui on a soumis à certaines restrictions, et empêche que nous puissions déployer notre diplomatie, notre politique et notre capacité militaire à pouvoir mettre fin à cette crise. Parallèlement aux mesures qu'attend la population par rapport à cette guerre, le gouvernement a suspendu qu'est-ce que je dirais, des traités et autres accords signés avec le Rwanda. Pourquoi ne pas carrément annuler tout cela? C'est pourquoi je dis que tout procède, excusez-moi la tautologie, des procédures. OK. Et cela s'est fait par étapes. Vous soulignez bien qu'on a suspendu tout ce qui était accord et tout ça. L'étape suivante, bon, c'est l'annulation. Mais si, par concours de circonstances ou bien par acquis de conscience, le Rwanda arrivait à changer sa position. Imaginez que demain, ils se réveillent, ils disent en tout cas, nous avons que c'est nous qui étions en train d'instrumentaliser l'M23. OK, nous nous retirons et nous abandonnons cette option et tout et tout. Il faut alors, à ce moment-là, on va dire, voilà les conditions pour revenir à ces accords-là. Mais on ne repartira plus par la case de départ, c'est-à-dire commencer encore, parce que pour arriver à finaliser ou à signer des accords, il y a plusieurs étapes. Il y a des experts de tous côtés qui vont et qui rentrent, qui montent, qui descendent, et c'est l'argent, tout ça. Alors, il y a des choses qu'il faut préserver, et que pendant que au niveau de l'armée sur le théâtre militaire, les choses se développent, au niveau de la diplomatie également, et il ne faudrait pas couper tout contact ni annuler tout ce qui est accord. Voilà, merci. Les rapports, c'est bien. Les experts ont fait leur travail, mais il reste à ce que cela soit endossé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire là-dessus? Parce que même le Rwanda a dit, bon, ce sont des experts, c'est un peu informel. Il faut formaliser cela. Non, écoutez, aujourd'hui, moi je crois que lorsque les experts des Nations Unies, ce n'est pas les experts de la RDC, ce sont les experts des Nations Unies. Et avant qu'on arrive à l'étape de la publication... On pense que le Conseil de sécurité va se prononcer là-dessus. Oui, notre gouvernement a demandé que ce rapport, d'abord, dans son entièreté, nous soit communiqué, nous soit transmis, soit publié, et que, par la même occasion, que le Conseil de sécurité s'en saisisse pour qu'il en fasse un outil de travail. Et à ce moment-là, on peut évoluer dans le sens, bon, je ne vais pas anticiper, on peut évoluer dans un sens beaucoup plus subtil en termes d'action.
arriver à la condamnation du Rwanda et aussi arriver un jour à traduire le Rwanda en justice pour qu'il y ait réparation. Oui, on peut évoluer dans cette direction-là. C'est pourquoi j'ai dit on peut évoluer de manière plus subtile en termes d'action. Voilà, je pense que c'est ce qui a fait précipiter même, je dirais, la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken ici en République démocratique du Congo. Nous suivons en image ce qu'a été l'arrivée de l'émissaire américain en RDC avec la conférence de presse qu'il a tenue dès son arrivée et après nous allons nous retrouver pour la suite de notre émission. On suit. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Njili ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalema pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a, face au président congolais, affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts des Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivons de près la situation, a rassuré le secrétaire d'État américain qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Voilà, vous venez là de suivre ce qu'a été l'arrivée de M. Anthony Blinken qui se trouve être le secrétaire d'État américain. Ce n'est pas quelqu'un de moindre. Quand les Américains sortent une personnalité de sa trempe, c'est dire que tous les enjeux sont pris au sérieux. Quel est votre commentaire là-dessus? Effectivement, ils prennent très au sérieux ce qui se passe en RDC, et même à travers le monde. Parce que nous sommes dans un contexte où il y a la guerre au niveau de Russie-Ukraine et que également la Russie déploie sa diplomatie pour étendre son cercle d'influence. Et eux ne pouvaient pas rester en reste. Oui. Ça, c'est de 1. De 2, la crise au niveau de l'Est de la RDC a atteint un niveau très inquiétant. Pourquoi? Parce que nous, peuple congolais, en premier lieu, nous avons dit, nous en avons marre. Trop, c'est trop. Et il y a eu des grandes manifestations ayant entraîné des morts, aussi bien dans la population que dans le contingent des Nations Unies, donc la MONUSCO. Et j'en profite pour présenter les condoléances à toutes ces familles éprouvées. Et tout cela sont des faits qui ne pouvaient pas laisser indifférents. Il y a eu également tous ces rapports-là qui indiquent clairement que le Rwanda est impliqué. Et vous voyez que dans la tournée de M. Blinken, il est venu ici au Congo. Je crois qu'il va quitter ce soir pour le Rwanda. Il est arrivé hier, il va quitter ce soir pour le Rwanda. Et il a eu des échanges bilatéraux, bien sûr, avec certains membres du gouvernement concernés par les dossiers. Mais il a eu également à échanger à huis clos avec le président de la République. Effectivement. Alors, de tout ce qui a été dit, il y a des choses qui pouvaient être dites clairement dans les médias et que nous avons suivies. M. Blinken est tenu par certaines réserves. Et il y a des annonces qui ne pouvaient pas s'hasarder à l'étape de Kinshasa avant qu'il aille voir le Rwanda. Mais néanmoins dans l'opinion. Parce que là, permettez-moi de traduire ce que j'ai entendu. Dans notre prisme de vue, la population se sent un peu déçue. Pourquoi? Parce qu'elle pense que M. Blinken, pour
un Congo qui est dans une relation, un partenariat privilégié avec les États-Unis, donc il n'a pas condamné clairement le Rwanda. Clairement. Et il n'a pas émis la possibilité d'infliger des sanctions au Rwanda. Alors que lorsqu'on parle des relations privilégiées ou des partenariats privilégiés, nous sommes presque dans le cas de figure des rapports qu'entretiennent les États-Unis avec Israël. Lorsqu'il y a crise entre Israël et la Palestine, vous savez comment réagit, quelle position l'Amérique prend. Alors, mais pour ce qui nous concerne, l'opinion congolaise, on l'a vu trop réservée. C'est un bémol qu'on peut mettre dans cette visite? Bon, écoutez, moi je traduis ce que la population pense, ce que la population, les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans ce genre de relations, lorsqu'on atteint le niveau où ce sont des peuples qui maintenant qui s'expriment, ce n'est plus le gouvernement seul, il y a le peuple qui était sur terrain toutes ces 2 semaines et qui reste attentif, qui reste attaché au moindre mot qui sort et il analyse en temps réel. Alors là, il faut faire très attention parce que même le gouvernement est appelé à beaucoup de prudence. Et pour le peuple congolais, ils ont senti que M. Blinken a été trop réservé et il n'a pas manifesté ce que eux pensent, ce que le peuple congolais pense. Lorsqu'on parle de relations ou de partenariats privilégiés. Donc il n'a pas étayé les réalités. Bon, peut-être on prend ça dans l'angle de ce que vous avez dit, tout ne se dit pas en public. Tout ne se dit pas en public. Peut-être il a y aller. Le bémol, c'est que il a eu un entretien à huis clos avec le président de la République. Peut-être il y a des choses qu'il peut peut-être avoir dit et qui ne peuvent pas être divulguées. Dans ce sens-là. Nous courons derrière l'État, voilà. Dans tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, l'Union sacrée n'est pas en reste. Elle a rompu les silences à travers cette réaction que je vous demande de suivre avec attention. Et après, nous allons nous retrouver. Déclaration politique de l'Union sacrée de la Nation. Nous, chefs de partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que, de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement,
massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié. Voilà, ça donne maintenant le go à tout le monde. On commence à s'exprimer, surtout la position de l'Union sacrée. Un mot là-dessus? Oui, c'est une très bonne position, mais qui arrive légèrement en retard. Là, il faut qu'on se le dise. Parce que la classe politique doit être intrépide, traduire les poules, traduire l'état d'esprit de la population, donc en temps réel. Et c'est à ce moment-là que, parce que cette déclaration, oui, elle est forte, elle est bonne, parce qu'en ce moment, il fallait qu'elle se fasse. Il fallait que la classe politique, en ce qui concerne l'Union sacrée, montre qu'ils sont soudés, blocs derrière le président de la République. Et ce n'est pas le moment de tergiverser parce que dans l'ambiance, il y a des forces aussi négatives. Il y a des gens qui, pendant que le président est concentré vers cette crise, et en tant que numéro 1, premier citoyen, en tant que commandant suprême des forces armées, mais il subit des attaques même en interne. Et ça, c'est une intelligence négative et nocive. Et il fallait quand même qu'au niveau de l'Union sacrée, qu'il y ait un bloc qui montre que réellement ils sont résolument alignés derrière le chef de l'État. Et ça, c'est très important. C'est constitué donc une ceinture de sécurité pour le président de la République. Mesdames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, nous vous disons que vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Doctrine parlementaire sur la RTNC2 Développement. Nous savons que nous sommes suivis partout à travers le monde, mais là, je vois plus particulièrement nos amis de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, où nous avons notre ami Chacha Koulefa qui nous suit très attentivement. Chacha Koulecha, c'est donc notre consoeur qui travaille aux côtés de l'honorable Claudia Sassou. Clin d'œil à toi donc. Voilà, je vous retrouve, Monsieur Christopher Ngoy, pour la suite de notre émission. Est-ce que vous pensez qu'il y aura élection en République démocratique du Congo selon la Constitution? Oui. En 2023, comme dit la Constitution. Oui, je pense qu'il y aura élection. Oui, je pense qu'il y aura élection. Mais jusque-là, il n'y a pas de signaux forts qui montrent qu'effectivement, nous irons aux élections, il y aura des élections l'année prochaine, en dépit, bien sûr, de la bonne volonté affichée par la CENI qui nous dit qu'il y a... Mais rien ne rassure sur le terrain. Non, mais la CENI travaille. Le Parlement fait sa part. Aujourd'hui, nous avons une loi électorale qui a été promulguée. Et pour tout le reste, la CENI travaille. Une loi électorale qui ne rencontre pas l'unanimité de la classe politique. Bon, moi je ne comprends pas. C'est une loi. Une loi, il reste une loi. Je ne sais pas si vous comprenez le sens d'une loi. Je vous suis. Une loi reste une loi. Mais en politique, on sait comment les choses se passent. Toutes les lois, vous pensez que, je prends l'exemple d'un voleur, hein, quelqu'un qui veut faire du mal. Est-ce qu'on peut parler de l'unanimité? C'est-à-dire la loi est là, elle s'impose. C'est une loi. Elle a été adoptée dans un parlement où toutes les forces sont représentées. Et il s'est dégagé une majorité qui a adopté cette loi et le président l'a promulguée. Une majorité acquise à l'Union sacrée. Écoutez, une majorité parlementaire. Et le président l'a promulguée, ça reste là. On ne va pas entrer dans ce genre de débat. Il y a eu des lois qu'on a vues dans ce pays. Vous voulez qu'on y revienne? Nous avons vu des lois. Nous avons vu des lois fricotées. On veut faire copier-coller. On n'a jamais une fois avec le passé. On ne veut pas faire copier-coller avec le passé, mais on voudrait rester dans le sens réel des choses. Lorsqu'il s'agit d'une loi, c'est une loi. Et il y a eu des lois qui ont été fricotées et puis balancées comme ça, mais comme c'était des lois, hein, on s'est accommodé avec. On n'a pas refusé d'aller aux élections, alors que... écoutez, on ne veut pas revenir sur le passé.
Voilà. On ne veut pas revenir sur le passé, mais moi je vous dis que c'est une loi qui est là, la CENI travaille, et elle s'active à pouvoir réaliser sa mission dans le délai constitutionnel. Là-dessus, nous restons encore avec la dette de nos téléspectateurs parce que nous sommes talonnés par l'État. On n'aura pas tout le temps matériel pour creuser là-dessus. Bon, on va y revenir prochainement encore. Bon, la messe est dite, hein, finalement, Jean-Marc Abound passe son temps en prison. Quelle messe? C'est la question. Non, il ne s'agit pas de messe. C'est la question qui. Il ne s'agit pas de messe. Tout était déjà. Non. Bon, comme si le ciel s'est dessiné déjà et que finalement il irait en prison et c'est fait, il est. Nous, société civile, nous avons la mission d'éclairer le peuple. Nous sommes dans une société organisée. Le peuple souverain, au regard des dispositions de l'article 5, qui dispose que cette souveraineté repose sur le peuple. Et tout pouvoir émane de la population. De la population. Mais nous avons investi ce pouvoir-là dans une personne morale qui s'appelle l'État. La démocratie constitutionnelle. L'État fonctionne avec des institutions. Et ces institutions ont pour mission essentielle de répondre à nos besoins. Et c'est ainsi que même quand nous dormons, nous devons veiller à ce qu'il y ait autorité de l'État, que l'État soit respecté. Et l'État fonctionne, ou qui anime ces institutions? Ce sont nos élus. Alors, là, lorsque quelqu'un oublie qu'il est élu, ou avant d'accéder à ce niveau de responsabilité, il ignore qu'il y a un décret-loi 017-2002 qui table sur le code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Qui est agent public de l'État? D'aucuns pensent que c'est tout simplement les fonctionnaires. Non. Et tout ça. Non. Le président de la République est agent public de l'État. Tout ce qui est payé par les trésors publics. Les parlementaires et tous les magistrats et tout consort, ils sont agents publics de l'État. Et tous ces agents sont tenus par certaines réserves et certains principes. Mais lui, c'est un politique. Oui, c'est un politique. C'est là où il ne fallait pas confondre les choses. S'il était lui, il a agi en simple, politique. Il a agi en politique, à sa déclaration, bien tout sûr. en étant, s'il avait démissionné, comme il a démissionné du perchoir de l'Assemblée nationale, en tant que premier vice-président, oui. Oui, au lieu de rester simple membre du Parlement, parce que là, il est toujours agent public de l'État. S'il avait dit « je démissionne aussi là-bas », il reste un citoyen simple. Oui, il peut critiquer le président comme il veut. Critiquer, mais pas insulter. Parce que lorsqu'on insulte, qu'on soit agent public de l'État, qu'on ne le soit pas, mais lorsqu'on verse dans l'insulte, et là, l'État, la justice peut tomber sur vous. On ne veut pas revenir par tout ce Alors, qui est... ici, M. Kabound a choisi. Moi, je crois que c'est une question de confusion. Donc, il a choisi cette voie, et nous l'avons vu en train de crever les pneus des paisibles citoyens. On l'a vu en train d'agresser alors que ce n'était pas sa mission, lui, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne veut pas le faire. Il y a d'autres, et on l'a vu dans d'autres actions qu'on peut considérer comme des actes de vandalisme. Quelle sera la suite? La suite, c'est que la justice s'occupe de ce dossier et nous tous, nous sommes attentifs pour savoir parce qu'il a débité de ce qu'il a appelé des vérités. Des allégations. Des allégations. Il faut un procès, alors, il faudrait, nous sommes intéressés, nous serions intéressés à ce procès-là pour avoir les informations nécessaires sur ces allégations. C'est seulement un moyen, une stratégie de les mettre au frais, dans le frigo, pour qu'il... Je ne pense pas. Qui n'arrive plus à parler. Il y aura un procès et lui réclame un procès public, notamment sur la RTNC. Oui, mais il aura ce procès. Moi, j'en connais. Public. Moi, quand je réclamais le procès public, lorsque je fus arrêté par le pouvoir kabyle. Ah, voilà. Oui, j'ai réclamé ce procès public parce que je n'avais rien à me reprocher. Oui. Et j'avais le droit de mon côté. Et le bon droit. Mais ici, réclamer un procès public pendant qu'on n'a rien à main, pendant qu'on a déjà commis des actes répréhensibles par la loi, mais on va vous condamner publiquement. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez être condamné publiquement. On ne s'hasarde pas à jouer à ce jeu-là tant qu'on n'est pas sûr de sa position réelle vis-à-vis du droit. C'est pas parce qu'on crie qu'on veut un procès public qu'on a à tout prix raison. Là, il faut faire attention. Il faut faire la part des choses.
Oui, moi je connais bien les méandres de la justice. Et lorsque j'évoque les dispositions du décret loi 017 2002, je sais ce que c'est. Et au-delà de ça, il y a d'autres violations. Lorsque, et puis, ce que nous ne pouvons pas comprendre, j'étais en train de le dire, nous, en tant que peuple, en tant que société civile, au moment où le monde entier est préoccupé par ce qui se passe à l'Est, et nous sommes en train de découvrir que celui qui doit nous adresser, c'est le Rwanda. Au moment où de grandes personnalités du monde, ou de grandes puissances se déplacent vers notre pays, mais il y a des gens qui s'amusent à nous distraire avec des aventures. Oh non, voilà, il y a ceci et tout ça. Donc, et puis, c'est lui qui est en ligne de pointe. Le commandant suprême de l'armée, c'est lui qui régente toute la politique donc, de la nation, est confronté à des réalités inimaginables. On ne sait même pas s'il dort, comment. Mais il y a des gens qui lui jettent des pots de bananes, qui ont des petites flèches dans leur coin en train de tirer. Ils veulent que nous puissions les suivre. Mais soyons sérieux. Et la justice, elle a sa raison d'être. Elle s'est saisie de lui et bon, il est là. Nous attendons voir que ces allégations-là... C'est qu'on ne comprend pas l'attitude de quelqu'un qui sait déjà qu'il est mappé et que sa destination c'est vers la prison, mais il sort en arborant les signes de la victoire à la main comme quelqu'un qui est sûr de lui-même. Bon, ça c'est... Oui, c'est ce comportement-là. Il n'y a que les neuropsychiatres qui peuvent émettre un avis sur ce comportement-là. Voilà, d'aucuns estiment que c'est ça donc la stratégie pour finalement museler l'opposition, pour fermer la bouche. Il n'y a pas musulman de l'opposition. Il n'y a pas musulman de l'opposition. Moi, je crois que lorsque nous avons combattu M. Kabila, je suis à la télévision, il me suit. Aucun jour je ne l'ai insulté. Mais j'émets des critiques sur sa gestion, sur sa gouvernance, en tablant sur des faits réels. Oui, il y a des gens qui s'amusent à dire « Oh non, Rwandais, c'est si. » Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. J'ai vu au Congo. La base de l'IDPS l'a dit. J'ai vu au Congo. La base de l'IDPS l'a dit. C'est pour dire que, en tant que responsable, je ne peux pas passer à la télévision et mettre de telles allégations. Mais dans l'opinion et tout ça, au niveau de la base et tout ça, même en famille, il y a des gens qui le disent. Il y a des gens qui le disent. Et il faut, soit on est responsable, soit on ne l'est pas. Soit on veut se comporter comme si on était dans la rue, alors qu'on est perché au sommet des institutions. Alors, c'est grave. Voilà. C'est donc sur cette note que nous mettons la boucle à cette émission Doctrine parlementaire, à cette édition de ce soir. Vous comprenez que la matière était abondante, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps et à la télévision. L'État, c'est donc une matière très, très précieuse que nous devons à tout prix respecter. Ça n'est donc pas fini pour ce soir. Et là, je vous rappelle que l'émission Doctrine parlementaire de ce soir recevait donc l'ingénieur Christopher Ngoy Mutamba, qui est donc le coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Tout le plaisir était le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission et le rendez-vous est donc pris pour très très prochainement, toujours avec les mêmes invités peut-être parce qu'il y a d'autres sujets qui sont restés en suspens et nous allons nous retrouver pour piocher là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.